Avant de parler de l'esprit de l'Europe, je voudrais dire c'est que l'Europe est, à mes yeux, quand j'y rentre, quand je retourne en Europe après un voyage, je sens d'appartenir à une terre très belle, où les distances entre le village et les villes sont à portée de marche, où le plaisir de l'agora, de la place, du café, c'est un peu la même chose. Donc s'asseoir et discuter démocratiquement de ce qui nous entoure pour prendre des décisions. Mes enfants, mes petits-enfants, qui ont 5 et 8 ans, me demandent grand-père, dis-nous ce que c'est que l'Europe. Je réponds que l'Europe c'est la fin de l'Asie, donc il n'y a pas de frontière entre les deux mondes. La seule vraie frontière est l'océan. C'est là où tout finit, où le rien commence, où le peuple qui arrive ici arrive seulement de l'Est et ne peuvent pas continuer parce qu'il y a l'océan. Ils le comprennent très bien. Alors de ces moments qu'il arrive, ils doivent décider entre la guerre et la coexistence. Très simple à comprendre. Si on me demande, grand-père, dis-nous, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Je dis, c'est la terre où tu peux espérer de gagner à la cour de justice contre un homme plus puissant que toi. Et le comprendre. C'est quelque chose que j'aime raconter les soirs avant qu'ils s'endorment. Donc ils savent que grand-père est fou pour l'Europe. Ils le savent, oui. Et depuis 3 ans, j'ai décidé de chanter l'Europe en vers. Donc tu vois... C'est des vers donc. C'est des vers, oui, et voilà. Ce sont des vers en décasyllabes. Qui disent ce que je pense. Donc tout le livre est en vers. Tout le livre est en vers. Dans l'édition finale, quelques vers seront un peu cachés, mais toujours avec une ligne plus courte qu'un livre normal, un livre en prose. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de raconter le mythe en vers, peut-être parce qu'avec le vers, on pouvait plus facilement construire un lien entre l'actualité et le passé. Bon, le point de départ, c'est que l'Europe a oublié son homme, a oublié son origine mythique, son sens dans l'histoire, son destin. 4 anciens argonautes qui sont tous de frontières, qui partent avec un vieux bateau voile et décident de naviguer dans la Méditerranée pour chercher les noms perdus. Et quand il arrive en Liban, il trouve sur la mer, au bord de la mer, une jeune femme terrorisée qui s'appelle Europe, qui est une migrante qui s'enfuit
de la Syrie en guerre et qui demandent d'être portés à l'ouest. Ils sont touchés de cette femme très jeune, mystérieuse, presque adolescente, et ils décident de la porter et de devenir eux-mêmes des clandestins. Parce que pour ne pas la dénoncer à la police, ils décident de naviguer anonyme. C'est un voyage vers la Grèce, l'Italie, qui nous dit à la fin une vérité que le mythe nous révèle notre identité d'une façon très limpide. Le mythe nous dit que l'Europe est une femme. L'Europe est une femme. Donc le patrie, les dieux masculins, c'est une bêtise. C'est la grande mère, l'Europe. C'est une terre qui accueille, qui est le point d'arrivée des gens qui sont en marche depuis milliers d'années et qui marchent vers l'ouest. Ça a toujours été comme ça. Donc Europe est une femme, Europe est une asiatique, donc il n'y a pas de frontière entre les deux mondes. C'est une femme qui est bénie par les dieux, parce que Jupiter veut l'embrasser, veut lui faire de fils, la porte à l'ouest pour la transformer dans la grande mer d'une nouvelle terre. Et dans le voyage, Jupiter, dans un rêve, s'empare d'elle. Elle se retrouve enceinte d'un rêve. Et à la fin du voyage, elle disparaît. Donc elle retourne dans les mythes duquel elle descendait. Elle retourne à l'origine. Et l'équipage du bateau réalise que elle n'était pas leur fille ou une génération après, mais elle avait déjà vécu 4000 ans avant. Et donc ils réalisent qu'ils ont voyagé avec leur mère. Et à la fin aussi, le capitaine qui reste seul dans le bateau, il disparaît aussi. Et lui aussi, il entre dans les mythes. Voilà l'histoire. Donc, Europe est un rêve. Si, c'est un rêve de ceux qui la désirent. Donc, ce n'est pas un désir de ceux qui habitent en Europe. Les Européens ont oublié le sens de l'Europe. Et les migrants qui la désirent savent chanter l'Europe d'une façon beaucoup plus émotionnelle que les Européens eux-mêmes. Quand la petite Europe, la petite fille qui est émigrée, qui est en fuite de la Syrie et qui demande d'être portée à l'ouest, raconte la tragédie de laquelle elles viennent. L'équipage se rend compte qu'ils ont perdu l'essence de la tragédie. Et elle lui dit, vous ne pouvez pas savoir l'essence de la paix si vous avez perdu la mémoire de la tragédie. Alors ils se regardent et ils comprennent qu'elle a raison. Si vous ne connaissez pas la tragédie, vous n'avez pas les goûts de la paix, donc vous n'êtes pas capable de la défendre, la paix. Vous n'êtes pas conscient de vivre dans un petit paradis entouré d'enfer. La tragédie, c'est quelque chose où l'homme est responsable. Très souvent, la catastrophe,
C'est quelque chose d'impossible à prévoir. C'est la chose que les anciens Grecs disaient, même les dieux peuvent rien contre les catastrophes, contre le destin, fatos. J'avais l'illusion qu'à la fin du Covid, le monde aurait pu être différent, mais il ne l'était pas. Dans les autres tragédies, il y a la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, à compacter les gens, à compacter la société face à l'ennemi commun. Oui, non ensemble. Maintenant, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire, que tout le monde pense à soi-même. Comment reconstruire la mémoire de la tragédie dans un moment où tout le monde est fatigué, veut sortir de ça, sortir du cauchemar? Comment le pessimisme est très important pour arriver à un espoir qui est bien fondé dans la réalité. Parce que les héros enthousiastes comme moi savent que pour croire dans l'idéal européen, il faut être pessimiste. Il faut s'attendre le pire. Il faut se rappeler de la tragédie. On est toujours là. Je pense que ce qui nous manque et qui manque dans cette époque qui veut tout consommer, manger immédiatement, les temps de la distance. On ne peut pas aller jusqu'à Auschwitz, y entrer immédiatement, montrer ici, voilà, les chaussures, les dents, l'or, ici on brûlait les gens, et puis retourner chez nous. Non, il faut mettre entre nous et la tragédie un espace de silence. Et moi j'ai expérimenté ça quand j'ai raconté la Première Guerre mondiale sur le front de montagne ici entre l'Italie et l'Autriche. Quand j'ai porté des écoles, des élèves qui naturellement au début de l'histoire il était un peu, il parlait d'autres, il riait. Mais quand je l'ai porté dans un tunnel de guerre, dans la montagne. Où donc? Dans les Dolomites. Et je demandais de fermer la lumière. Et ils sont tombés dans le sombre. Le silence. J'ai imposé le silence. Donc cette diaphragme de séparation entre nous et le temps, nous et la tragédie, a été réalisé par le noir du tunnel. Et tout le monde, tout à coup, est devenu attentif à mes mots. J'ai allumé une chandelle, une bougie, et j'ai lu une lettre d'un soldat qu'il avait écrite là-dedans. Tchac! Court-circuit dans la tête de jeunes élèves qui immédiatement sont tombés dans l'histoire. Moi, je pense que la mémoire, ça n'existe pas seulement dans les livres. La mémoire existe dans le goût, dans le sentir, dans la peau, dans le poids. Quand j'ai mis sur les épaules de jeunes enfants, de jeunes élèves,
en sac de 35 kilos, qui était le sac, qui, qui était le sac que les poilus portaient dans la guerre, ils ont compris tout à coup la vérité de la guerre. Il faut passer la nuit, il faut le silence, il faut... On comprend les lieux dans le jour, mais on les sent dans la nuit. Comment faire renaître la mémoire après que tous les témoins sont morts? La mémoire doit être réinventée. C'est pour ça que je dis que la mémoire, c'est un exercice athlétique. Aussi, dans le monde des Juifs européens, on se pose le problème. On n'a jamais eu tant de racisme comme depuis le temps qu'on parle ouvertement du Shoah. Quand tu vois marcher des nazis en Pologne, qui était détruite par les nazis, je me demande, alors, où est la mémoire de l'Europe? Le rituel peut tuer la mémoire s'il est vécu d'une façon sans âme. Un rituel sans âme est létal pour la mémoire. Mais un rituel vécu, un rituel sans trompette et tambour, un rituel intime, fantastique. Tu sais, dans le front de la Flandre, de la Première Guerre mondiale, il y avait des très petits monuments, presque inofficiels, qui te donnaient l'idée de la guerre beaucoup plus forte qu'un ossuaire énorme de Verdun ou de Chemin des Dames. Il y avait une petite croix avec des ballons de football qui voulait rappeler la mémoire du cessez-le-feu du Noël 14, quand les Allemands et les Anglais ont décidé de jouer un match. Et ça m'a fait pleurer. Parce qu'il y avait encore des enfants qui venaient apporter des ballons et le laissaient là, presque oublié. La mémoire officielle n'aime pas ça. Il faudrait oublier ces commémorations. Et il faudrait la remplacer avec le mot évocation. Évocation, c'est faire quelque chose qui ressemble à l'appel des esprits des morts autour d'une table. Seduta spiritica en italien. Il faut les appeler. Peut-être il s'agit de quelque chose d'irrationnel. Mais si cette superstition nous aide à entrer dans les souliers des soldats et de ceux qui ont souffert, c'est bienvenu.
le manque de passion qu'il y a dans le récit de l'Europe. Son histoire, ses tragédies, la guerre perdue. Je me rappelle quand j'ai fait une des dernières interviews à Helmut Kohl. Il était il avait quitté la politique, mais Der Dick, le gros, on l'appelait. Et je lui ai demandé, mais comment vous avez pu convaincre les Allemands à renoncer au Deutschmark et accepter l'euro? Et il a dit, c'est très simple. Je n'ai pas regardé les sondages, c'est moi qui ai décidé. Moi, je ne voulais pas qu'on retourne à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième. Mon grand-père est mort dans la Grande Guerre. Je ne veux plus jamais tout ça. Donc, il n'a pas attendu le résultat des sondages. Il a pris une décision impopulaire, mais il a eu le courage de le faire, parce qu'il y avait une vision. C'est en réalité que les institutions européennes ne savent pas raconter l'Europe. Pas du tout. Je me rappelle la panique qu'il y avait à Bruxelles dans les semaines avant les dernières élections. Il demandait à tous les écrivains, les chanteurs, les chansonniers de donner un peu d'émotion pour l'Europe pour convaincre les gens à voter. Et alors moi, j'ai eu une expérience très intéressante. Ils m'ont appelé pour me rencontrer et pour voir si une collaboration entre institutions et littérature était possible. Bon, j'arrive à Rome en pensant qu'ils me donneront des renseignements. Ils n'avaient rien dans la tête. C'est pour ça que je crie ça, parce que j'ai vu qu'il y avait un vide impressionnant. Donc comment raconter l'Europe? Il est déjà, depuis le 2014, c'était l'anniversaire du commencement de la Grande Guerre, et j'ai vu qu'il y avait dans les institutions bruxelloises aucune idée de comment exploiter cette occasion formidable. Ils ont imposé à leurs fonctionnaires de rien dire officiellement sur la Grande Guerre. Ils avaient tous peur d'irriter quelqu'un, les anciens vainqueurs ou les anciens, ceux qui avaient perdu la guerre. Donc la Hongrie d'un côté, l'Autriche, l'Allemagne et les vainqueurs, France et Angleterre. L'Italie était au milieu. Il faudrait faire des cours de récit. Comment raconter l'Europe? Et on a fait à Vienne il y a 2 ans. C'était la fin de 2018, avec le président de la République autrichienne que j'avais rencontré ici à Trieste. Il était ici à un voyage incognito, un voyage à l'incognito. Et je lui ai parlé de ce thème, il a été ravi de mon discours. Bien sûr. Et on a organisé au Palais Royal de Vienne une rencontre entre écrivains. Et la question était, à laquelle il devait répondre, c'était « Comment racontez-vous l'Europe ?» Et moi, je fais un récit sur l'Europe racontée à mes petits-enfants.
Donc je fais une espèce de dialogue. Il y avait les questions de Petit et ma réponse, mais aussi leur réponse. Nous sommes entourés d'ennemis. Mais qu'est-ce que tu penses dans cette situation? Faut-il rester ensemble ou bien chaque nation à soi-même? Ils ont répondu immédiatement, rester ensemble. C'était un spot de publicité pour l'Europe fantastique. Quelle est la force européenne de nos ancêtres? Je vois ma grand-mère. Ma grand-mère était spontanément, beaucoup plus européenne que moi. Elle n'a jamais bougé de Trieste, mais en restant ici, elle sentait le parfum de l'Europe qui traversait le port. Donc le centre de l'Europe, naturellement, de Berlin jusqu'ici, elle connaissait des gens. Ma ville est très importante pour comprendre l'Europe. Tu penses qu'il y a un siècle, chaque jour, il y avait de navires qui partaient pour l'Alexandrie d'Égypte pour porter de la glace, pour faire de ice cream. Pour moi, l'Europe, c'est la frontière. Oui. Moi, j'habite entre deux maisons, une en Italie et l'autre en Slovénie, mais il me suffit de passer la frontière de quelques kilomètres pour être bien. La frontière te donne une idée très simple. Nation et langue, c'est pas la même chose. Nation et culture, c'est pas la même chose. Ici, on peut être slovène, italien. Et la même chose au-delà de la frontière, il y a beaucoup d'Italiens qui vivent en Slovénie ou en Croatie. Donc tout ça est évident même aux enfants qui ont pu regarder les choses avec les bons yeux. Il y a beaucoup de gens qui habitent ici qui pensent que cette vie au milieu, qui n'est pas d'un côté, pas de l'autre côté, ils pensent que c'est une faiblesse. Peut-être. Mais pour la majorité des gens, c'est une force que tu découvres quand tu es adulte. Parce que tu sais, quand tu es un enfant, tu as besoin d'être comme les autres. Alors tu n'aimes pas les identités qui ne sont pas très claires, non? Mais quand tu deviens adulte, tu comprends tout à coup que tu comprends beaucoup de choses plus facilement que ceux qui sont nés et ont grandi dans une... Oui, unifié, unique. Depuis 7 ans, je pense, toute ma production littéraire a été le focus, c'était comment raconter l'Europe. Bon, je me dis, pourquoi éviter la religion? Je ne suis pas
un chrétien qui va à l'église, mais je reconnais que la racine chrétienne est très forte, très importante. Il y a aussi d'autres racines, mais il faut les raconter toutes. Comment, par exemple, expliquer que à la fin de l'Empire romain, le monde des abbayes a sauvé l'Europe. Comment des hommes désarmés qui n'ont pas fermé les frontières, mais qui savaient chanter très bien, qui savaient produire du bon vin et de la bonne bière, du bon pain, ont fasciné les barbares qui arrivaient, qui étaient beaucoup plus nombreux que les barbares qui arrivent aujourd'hui. Moi, je suis un chrétien très particulier avec beaucoup d'intérêt pour les autres religions. Mais je dois dire que l'image que nous donnons, c'est de n'avoir aucune idée de quelque chose qui est au-dessus de nous. Nous buvons des apéritifs. Voilà l'esprit. C'est trop peu. La merveille de la terre qui est autour de toi, il faut la dire. Il faut montrer l'amour pour cette terre. Tu sais, à la fin du confinement, j'ai eu un choc parce que j'ai vu que le monde n'avait pas changé. J'ai eu besoin d'aller dans un autre monastère. Donc, j'avais besoin d'un autre confinement supplémentaire pour pouvoir affronter la vie normale. Et il y avait un abbé qui m'a dit un soir, après 2-3 petits verres de schnapps, il m'a dit, tu sais, moi, je choisis l'Église parce que dans les 68, c'était la seule façon de m'opposer à la fin de l'esprit, à la fin de l'invisible. Donc il était un révolutionnaire, il parlait de Jésus-Christ comme un révolutionnaire. Et sa façon de comprendre et d'interpréter la communauté de son monastère était très moderne. C'était quoi comme... Bénédictin, à Venise. À Venise? L'église, c'était le monastère de Saint-Georges. Donc sur une île? Sur une île, oui. Donc j'étais dans double... Double enfermement. Si, double. La mémoire de Christ, c'est la même chose que la mémoire qu'on disait avant. La mémoire inofficielle, unofficielle, est beaucoup plus intéressante que la mémoire officielle. Le christianisme a fait son mieux pour détruire tous les souffles de pureté du message originel du christianisme. Ils ont tous oublié. Et je rencontrais le pape. Alors c'était comment comme expérience? Intéressant pour toi? Énormément, au point de vue physique. Oui. Lui donnait la main, il m'a donné la main, il a des grandes mains. Il m'a pris la main dans ses mains et il y avait un courant fantastique. Un homme qui touche les gens, qui s'empare de toi, pas avec la doctrine, mais avec l'amour. J'ai vécu, j'ai été traversé par un courant d'amour et de force aussi. C'était pas un amour timide, c'était quelqu'un qui te donne la force de continuer. Et quand je lui dis à la fin, j'étais seul avec lui 2-3 minutes, à la fin je lui ai dit, vous savez, moi et mes amis, on est tous en peine pour vous. Pourquoi, dit-il, mais il savait déjà pourquoi, il savait déjà la réponse.
Et parce que vous travaillez trop, parce que vous avez beaucoup d'ennemis. Il faut que vous vous reposiez, je dis. Il a répondu, se reposer? Il faut brûler la vie, mon enfant. Il faut brûler la vie. Et ça m'a donné un coup dans les dents très fort. Je me suis dit, voilà, il ne faut pas épargner les forces. Il faut se dépendre, il faut... Se dépenser. Se dépenser, oui, il faut se dépenser. Oui. Une chose que, tu sais, l'Europe doit aussi comprendre. Moi, quand je rencontre, très facile de rencontrer ici un migrant qui arrive dans un état physique épuisé, je dois l'aider. Je dois l'aider, je fais tout ce que je peux, je lui donne un lit. Dans ma maison, beaucoup de migrants ont dormi. Il faut que l'Europe comprenne ce que, en grec, dans une petite île de Cyclades, m'a dit un jour, c'est pas toi qui dois aimer l'île, c'est l'île qui doit t'aimer. Donc, tu dois savoir que tu dois être accepté. Mais c'est le grand thème. C'est pas la terre qui m'appartient, c'est moi qui appartiens à la terre. C'est la chose que le juif de diaspora a compris très bien. Le vieux maire de Vienne me disait Ordnung und Humanität. Les deux choses ne peuvent pas être séparées. Donc il faut donner un ordre évident. Mais si toi, le français, toi, l'italien, toi, l'espagnol, toi, le grec, ne donne pas à ceux qui arrivent une image de ordre et de amour pour ta terre, comment peux-tu le demander à ceux qui arrivent? Où êtes-vous? Racontez-moi une histoire. Mes amis, où êtes-vous? Et je vous chante une chanson à moi. Et tu me chanteras une des tiennes. Et ça marche. La musique m'a aidé beaucoup à comprendre et à, disons, moi j'inventais des mots, mais sans musique ces mots n'étaient rien. Il y a l'histoire d'une vieille chanson, chanson allemande, que le marin allemand chantait avant de partir contre l'Angleterre. Et c'était une chanson très très douce qui a été oubliée parce que Hitler a changé la musique. Et maintenant, tout le monde pense que la musique avec laquelle tu chantes cette chanson est la musique authentique qui montre l'esprit de la Première Guerre mondiale. Quand les soldats allaient combattre avec la douleur dans le cœur, il exprimait la peur, le détachement de la famille, de la femme qu'ils aimaient. Et
Et la Deuxième Guerre mondiale a tout changé parce que l'Allemagne avait besoin d'une chanson, deux chansons qui étaient un prélude, une ouverture de la marche vers la conquête. C'est un peu ridicule parce que faire chanter comme une marche, une chanson pour des marins, ça ne va pas. La chanson, c'est Matrosenlied. C'est une chanson que ma grande-mère, qu'il avait apprise de marins autrichiens qui étaient ici en Istrie et qui rencontraient le marin allemand. Donc il avait appris cette chanson qui était très belle. Elle était tellement tendre, même si c'était une chanson de guerre, qu'elle l'a chantée pour m'endormir. Tu t'en souviens? Si. Tu peux juste... Heute wollen wir ein Liedlein singen, trinken wollen wir einen kühlen Wein, und die Gläser sollen dazu klingen, dann es muss geschieden sein. Gib mir deine Hand, deine weiße Hand, leb wohl, mein Schatz, leb wohl. Gib mir deine Hand, deine weiße Hand, und wir fahren gegen Land. Et on part vers l'Angleterre. Après, cette chanson a été changée. Heute wollen wir ein Liedlein singen. Et comme ça. Imagine. Je pense qu'il faut retourner à l'origine, même dans les chansons. Nous sommes envahis par du mémorial nazi. La propagande nazie a été tellement efficace qu'elle s'empare de nous, même si nous l'écoutons et l'étudions pour sans rien partager. Mais elle est là. Une énormité de propagande qui est encore dans les médias, qui survit. Hitler est encore là, les diables est encore là. Si tu n'as pas le courage de chanter, voilà l'éducation musicale, de chanter ta terre, tu laisses l'espace pour le bruit, pour les fracasses. Et alors voilà, arriveront le tambour, les trompettes, la rhétorique. Il faut montrer ton amour sans être timide.